27 octobre 1961. L'ère froide de la guerre froide pesait lourdement sur la frontière entre les deux Allemagnes, plus dense que la brume qui rampait sur les champs gelés. Dans un poste d'écoute isolé, camouflé dans le paysage gris, le sergent Klaus Richter était plongé dans l'univers statique et codé des ondes radio. Ses yeux, habitués à la pénombre, parcouraient les indicateurs tandis que ses oreilles, affûtées par des années d'entraînement et une intuition quasi surnaturelle, filtraient le bruit. Soudain, un motif, une anomalie subtile dans les communications soviétiques, quelque chose que seul lui, avec sa sensibilité unique, pouvait déchiffrer. Ce n'était pas seulement une erreur, c'était un code, une intention. En l'espace de quelques secondes, l'information se cristallisa dans son esprit. Un avion de reconnaissance soviétique, déviant de sa trajectoire habituelle, avec une cible claire, un bataillon américain positionné à des kilomètres de là, totalement inconscient du danger imminent. Klaus sentit un frisson qui n'était pas dû au froid. Il avait entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû, quelque chose qui défiait toutes les probabilités et tous les protocoles, et il avait des minutes, peut-être des secondes, pour agir avant que des centaines de personnes ne périssent. C'est l'histoire de la façon dont il a enfreint toutes les règles et pourquoi l'armée a tenté d'enterrer ce qui s'est passé ensuite. Klaus Richter n'était pas un soldat ordinaire. Loin des champs de bataille ou des tables de stratégie, sa guerre se déroulait dans le spectre électromagnétique. Né dans un petit village en Silésie, il a grandi avec une ouïe exceptionnellement fine, capable de distinguer des nuances dans les sons que la plupart ignoraient. Dans l'armée, cette particularité s'est transformée en sa plus grande arme. Formé en tant qu'opérateur de renseignement d'origine électromagnétique, ROM, Klaus a développé une capacité spéciale qui allait au-delà de toute technologie de l'époque, une intuition presque mystique pour les motifs de communication. Il ne se contentait pas de décoder des messages. Il en ressentait les intentions derrière, le rythme nerveux d'un opérateur paniqué, le calme fin d'un message déguisé. Son esprit était un superordinateur analogique, traitant des données non seulement logiques, mais aussi émotionnelles et contextuelles de chaque impulsion radio. Pour lui, le statique était un langage, et les anomalies étaient des cris d'alarme. Dans ce poste d'écoute en particulier, l'atmosphère était un mélange constant d'ennui et de tension paranoïaque. L'odeur de café fort se mêlait à celle du tabac et au léger bourdonnement des équipements électroniques. Nuit après nuit, Klaus et sa petite équipe surveillaient les frontières de la guerre froide, une veille monotone mais vitale. À chaque minute, la possibilité d'une erreur, d'un malentendu, d'une escalade nucléaire, planait comme une épée au-dessus de leur tête. Et c'est dans cet environnement de surveillance constante que l'habileté de Klaus devenait inestimable et dangereuse. Son supérieur immédiat, le major Brandt, était l'incarnation du militarisme discipliné. Un homme au visage anguleux et à la posture impeccable, Brandt vivait et respirait le protocole. Chaque procédure, chaque ligne de commandement, chaque règlement était sacré pour lui. Le major voyait le monde en noir et blanc, en ordre et obéissance. Il respectait la capacité de Klaus, bien sûr, mais la considérait comme un outil, pas comme une licence pour l'interprétation subjective. Pour Brandt, l'intuition de Klaus était un luxe. Les faits et les procédures étaient le fondement. Cette nuit fatidique, tandis que Klaus déchiffrait le présage imminent dans les ondes radio, le major Brandt effectuait sa ronde de nuit, vérifiant les postes, s'assurant que chaque homme était à sa place, chaque rapport correctement rempli. La tension entre l'instinct de Klaus et la rigidité de Brandt était sur le point d'entrer en collision, et le destin de centaines d'hommes dépendait de cette confrontation. Ce que Klaus avait détecté n'était pas un message explicite d'attaque, mais une séquence de signaux radio, un changement de fréquence, un motif d'impulsion, l'altération d'un code d'identification qui, pour tout autre opérateur, n'aurait été que du bruit. Mais pour Klaus, c'était un cri de guerre silencieux. Il savait, avec une certitude viscérale, que l'avion soviétique était en mission non autorisée, peut-être même par une faction rebelle au sein du commandement soviétique, et que la cible était le 3-7 bataillon d'infanterie, campé près de la petite ville de Fulda, à quelques kilomètres seulement de la frontière. Une attaque là-bas pourrait déclencher une réponse en chaîne, transformant la guerre froide en un enfer nucléaire. Le dilemme était clair. Faire confiance à son instinct et enfreindre toutes les règles, ou suivre le protocole et assister à une catastrophe. Klaus, le cœur battant et l'esprit en feu, ne pouvait pas se permettre d'hésiter.
Ses doigts volèrent sur les commandes de la table d'écoute, ajustant les fréquences avec une précision presque fébrile, cherchant toute confirmation, tout écho qui validerait son intuition. Le statique était un tourbillon chaotique, un mur de bruit blanc, mais au milieu de cette cacophonie, il discernait les signatures. Il se concentra, fermant les yeux un instant, permettant au son de se transformer en images vives dans son esprit. Le rythme des impulsions radars soviétiques, la modulation de la voix du pilote, tout chuchotait la même terrible vérité. Ce n'était pas un vol de reconnaissance de routine. L'avion, un Ilyushin Il-28 Beagle modifié, était sur une trajectoire d'attaque directe. Sa cible, le camp avancé du 3-7 bataillon d'infanterie, à moins de 10 minutes de vol de là. Le temps, à ce moment-là, était un luxe qu'il n'avait tout simplement pas. La détection de Klaus n'était pas basée sur des données concrètes pouvant être immédiatement présentées dans un rapport formel. C'était une symphonie complexe de petites anomalies qui, ensemble, peignaient un tableau indéniable seulement pour lui. Avec l'information cristallisée dans son esprit, la première réaction de Klaus fut celle d'un soldat entraîné. Suivre la chaîne de commandement. Il saisit le microphone, sa voix tendue mais contrôlée, et tenta de contacter la base supérieure. Ici poste d'écoute Alpha 7. Alerte niveau rouge. Je répète, alerte niveau rouge. Détection d'aéronefs hostiles sur trajectoire d'attaque, cible 3-7 bataillons d'infanterie. De l'autre côté de la ligne, la réponse vint, lente et bureaucratique, imprégnée d'un ton de scepticisme. Alpha 7, identifiez-vous et fournissez des coordonnées vérifiées. Quelle est votre source? Nous avons besoin d'une confirmation visuelle ou radar primaire pour une alerte de ce niveau. Klaus essaya d'expliquer, l'urgence dans sa voix augmentant à chaque mot. Ma source est le renseignement de signal, des motifs de communication uniques. Nous n'avons pas le temps pour une confirmation visuelle, monsieur. L'attaque est imminente. La voix de l'officier supérieur, distante et impersonnelle, fut irréductible. Sergent Richter, vous connaissez le protocole. Sans preuves concrètes, nous ne pouvons pas mobiliser de ressources. Faites un rapport écrit. Suivez la procédure standard. Ne créez pas de panique inutile à la frontière. À chaque mot, Klaus sentait le temps s'écouler comme du sable entre ses doigts. La machine bureaucratique, conçue pour éviter les fausses alertes dans un scénario de guerre froide où un faux pas pouvait être catastrophique, devenait maintenant un obstacle infranchissable pour le sauvetage de centaines de vies. La rigidité des règles, conçues pour protéger, condamnait maintenant. Ce fut à ce moment de désespoir croissant que la porte du poste d'écoute s'ouvrit avec un grincement familier, révélant la silhouette imposante du major Brandt. Il était là, son expression sévère, les yeux fixés sur Klaus. Le major avait été alerté par l'agitation, par l'urgence inhabituelle dans la voix de Klaus lors de ses tentatives de contact. « Sergent Richter, que se passe-t-il ici? Quel genre de « alerte rouge » est-ce sans l'autorisation appropriée ?» Le commandement ne signale rien. Klaus se retourna, le visage pâle de tension, mais les yeux fixés sur une détermination inébranlable. « Major, un avion soviétique arrive, un Il-28 modifié. Il va bombarder le 3-7. Je le sais avec une certitude absolue. » Brandt fronça les sourcils. Sa posture devint encore plus rigide, son visage anguleux se durcissant. « Sergent, vous agissez par pure intuition. Où sont les données? Où est le rapport d'interception standard? Je viens de parler au commandement et ils n'ont aucune indication d'une telle menace. C'est de l'insubordination, Richter. Vous minez le moral et détournez des ressources essentielles. » Klaus tenta de nouveau d'argumenter, pointant du doigt les indicateurs qui, pour lui, criaient la vérité, mais Brandt ne voulait rien entendre. « Votre capacité spéciale est utile, sergent, mais elle ne remplace pas le protocole. Les ordres sont les ordres. Je vous interdis expressément de prendre toute mesure non autorisée. Ce que vous suggérez est une provocation directe, une violation de traité qui pourrait dégénérer en quelque chose de bien pire. Remettez-moi le microphone. Éteignez cette station et préparez un rapport formel pour le matin. » La voix de Brandt était froide, inflexible, l'incarnation de la loi et de l'ordre militaire. Ses yeux, bien que révélant peut-être une pointe d'inquiétude sincère pour le bien-être et la carrière de Klaus, étaient remplis de l'autorité incontestable qui venait d'années de service et d'une croyance inébranlable en la hiérarchie. Klaus sentit un nœud dans la gorge. Il était seul. Le système avait échoué, et maintenant son propre supérieur l'empêchait activement de sauver des vies. La menace de la cour martiale planait dans l'air, aussi réelle que le bourdonnement de l'équipement. Le fardeau de l'héroïsme anonyme, de l'insubordination nécessaire commençait à peser sur ses épaules.
Le temps s'épuisait. Klaus vit la porte se refermer derrière le major Brandt et l'écho des pas fermes du supérieur disparut dans le couloir. Le poste d'écoute, autrefois bourdonnant de la vie de la surveillance, semblait maintenant un tombeau silencieux, lourd de la condamnation implicite. Le microphone, que Brandt lui avait pratiquement arraché des mains, gisait inerte sur la table. L'ordre était clair, incontestable. Éteindre la station, préparer un rapport. Mais Klaus ne pouvait pas. Non quand le son qui résonnait dans ses oreilles n'était pas le statique, mais le cri muet de centaines d'hommes qui étaient sur le point d'être anéantis. S'il obéissait, il serait complice d'une tragédie que son intuition, sa capacité spéciale, avait déjà prédite. Le système, qu'il avait juré de défendre, devenait maintenant son plus grand ennemi. Une sueur froide coulait sur son front, et son pouls martelait ses tempes. Le choix était brutal, la sécurité de sa carrière, peut-être même sa liberté, ou la vie d'un bataillon entier. Le major Brandt, il le savait, n'était pas un homme mauvais. C'était juste un soldat aux principes rigides, prisonnier de la lettre de la loi. Mais la loi, à ce moment-là, était une condamnation à mort. Klaus inspira profondément, et un calme glacial, le calme de celui qui embrasse un destin inévitable, l'envahit. L'insubordination n'était pas une option, c'était une nécessité. Il n'avait plus le temps pour les rapports, pour les canaux officiels. Il avait des minutes, peut-être des secondes, avant que l'île 28 n'atteigne sa cible. Ses yeux parcoururent à la station. Brandt avait pris le microphone de communication principal, mais n'avait pas confisqué tout l'équipement. Il y avait d'autres consoles, d'autres émetteurs, certains d'entre eux conçus pour des contre-mesures électroniques, pour ce que dans le jargon militaire on appelait la guerre invisible, des équipements qui n'étaient pas pour son poste, mais qui étaient là, dans une zone de test. Personne ne l'avait jamais formé formellement pour utiliser ces systèmes spécifiques de contre-mesure, mais Klaus, avec son esprit analogique et sa compréhension intrinsèque des motifs électromagnétiques, avait toujours été autodidacte. Il avait étudié les manuels, joué avec les fréquences, compris le potentiel caché. D'un mouvement rapide, presque automatique, il ralluma la station, ignorant le clic de protestation des relais. Les indicateurs recommencèrent à vibrer, les lumières à clignoter. Il tira une chaise vers la console de contre-mesure, un panneau complexe de boutons, de cadrans et d'écrans qui brillait d'une lueur verdâtre dans l'obscurité. Son plan n'était pas de détruire physiquement l'avion avec une explosion, mais de le désorienter, de l'aveugler, de le rendre vulnérable. La capacité spéciale de Klaus n'était pas seulement d'écouter, c'était de comprendre la signature électronique de chaque aéronef, de chaque système de navigation, de chaque fréquence radar. Il savait que l'île 28, bien que modifiée, aurait un point faible, une fenêtre de vulnérabilité dans son système de guidage, une petite faille dans son armure électronique que seule une interférence de fréquence parfaitement calibrée pouvait exploiter. C'était comme être un tireur d'élite, mais au lieu de balles, il utiliserait des ondes radio. Au lieu d'une cible visible, il viserait une signature invisible, la pulsation électronique de l'ennemi. Il avait besoin d'une précision chirurgicale, une balle d'énergie électromagnétique dirigée vers le point exact, au moment exact. S'il ratait, il pourrait non seulement échouer, mais aussi alerter l'ennemi de sa position, ou pire, être détecté par ses propres supérieurs et déclencher une crise encore plus grande. Les doigts de Klaus dansèrent sur les commandes, ajustant les fréquences avec une vitesse et une intuition qui défiaient toute formation formelle. Il était dans un état de flux, une fusion entre l'homme et la machine. À chaque ajustement, à chaque impulsion envoyée, il pouvait sentir la résonance dans le spectre, la façon dont ces ondes interagissaient avec celles de l'avion soviétique, qui était maintenant à quelques minutes de sa cible. Il n'opérait pas un équipement. Il dirigeait un orchestre de fréquences, cherchant la note dissonante parfaite qui briserait la mélodie de l'ennemi. Il visualisa l'avion, non comme un aéronef métallique, mais comme un réseau de signaux, et sa visée était fixée sur le nœud central, le point de défaillance qui, s'il était touché, désintégrerait la cohérence de tout le système. Le temps était compté. Le rapport du commandement sur l'absence de menace était une illusion dangereuse. L'île 28 approchait. Klaus pouvait presque entendre le bourdonnement de ses moteurs à travers le statique, une menace réelle et palpable. Il devait effectuer un tir d'interférence électromagnétique qui soit aussi précis qu'un tir de tireur d'élite, une impulsion qui désactiverait le système de visée de l'avion ou le ferait dévier fatalement de sa trajectoire
sans nécessairement l'abattre de manière provocatrice. C'était un pari à haut risque, une danse sur la ligne mince entre le salut et la catastrophe. Son regard était fixé sur les écrans. Les yeux lui brûlaient, l'esprit calculant les probabilités et les possibilités à une vitesse vertigineuse. Il était prêt pour l'insubordination maximale, pour l'acte qui le condamnerait, mais qui, espérait-il, sauverait des centaines de vies. La tension dans l'air était épaisse, presque suffocante. Klaus, les yeux injectés de sang et le visage marqué par l'effort, ne faisait qu'un avec la machine. Ses doigts agiles et précis étaient une extension de sa volonté, se déplaçant sur les cadrans et les boutons avec la délicatesse d'un chirurgien et la rapidité d'un musicien virtuose. Chaque ajustement était un calcul millimétrique, une note dans sa symphonie électromagnétique, cherchant la fréquence exacte, la modulation parfaite qui s'infiltrerait dans les défenses électroniques de l'île 28. Il pouvait voir l'avion dans son esprit, non pas comme un objet solide, mais comme un champ d'énergie, une toile de signaux, et sa visée était fixée sur le cœur de cette toile. Le temps était son ennemi le plus implacable. Selon les dernières lectures, l'avion était à moins de 3 minutes du point d'impact estimé. Klaus pouvait presque entendre le bourdonnement des moteurs dans ses os, une réverbération fantôme de l'aéronef qui approchait, une menace qui devenait plus réelle à chaque seconde. Il inspira profondément, concentrant toute son énergie, toute sa connaissance, toute son intuition dans ce seul et ultime tir. Avec un dernier ajustement fin, ses doigts se bloquèrent sur le bouton de transmission. Il y eut une brève, presque imperceptible, augmentation du bourdonnement de la console, une décharge d'énergie qui sembla faire trembler les murs du poste d'écoute. Ce ne fut pas une explosion, ni un éclair visible, mais une vague invisible, une balle radio parfaitement calibrée, tirée dans le cœur numérique de l'ennemi. Klaus ferma les yeux un instant, sentant la réverbération de son action, l'espoir et la terreur mélangés dans un nœud serré dans son estomac. Les secondes qui suivirent furent une éternité. Le poste d'écoute semblait retenir son souffle. Klaus ouvrit les yeux, les fixant sur les écrans de surveillance. Pendant un instant, rien. Le statique continuait, le bruit blanc remplissant le vide. Puis, une anomalie. Un changement soudain, brusque et chaotique dans les motifs radars soviétiques qu'il surveillait. Le signal de l'île 28, auparavant constant et déterminé, commença à osciller violemment, comme une aiguille de boussole affolée. Le motif d'impulsion se désintégra. Le code d'identification clignota de manière erratique, avant de disparaître complètement du spectre sur lequel il se concentrait. Un sifflement aigu et dissonant traversa l'air, provenant des communications du pilote que Klaus avait surveillé. C'était un cri de surprise et de confusion, suivi d'un torrent de Russes pressés et inintelligibles, mais le ton était indubitable, la panique. L'avion était désorienté. La balle de Klaus avait atteint sa cible, aveuglant les systèmes de navigation et de visée. À travers les moniteurs à longue portée, Klaus put voir la représentation graphique de l'île 28. Au lieu de continuer sa trajectoire implacable vers Fulda, la petite tache verte sur l'écran fit un virage brusque, incontrôlé, perdant rapidement de l'altitude pendant un bref moment avant que le pilote, visiblement, ne parvienne à reprendre un contrôle précaire. L'avion ne fut pas abattu. L'intention de Klaus n'a jamais été de provoquer un incident international irréparable, mais son cap fut dévié fatalement. La menace immédiate avait été neutralisée. Le bombardement était évité. Un silence lourd s'abattit sur le poste d'écoute, plus profond que le silence de la nuit dehors. Le bourdonnement des machines semblait plus lointain, les lumières plus faibles. Klaus s'adossa à sa chaise, épuisé, sentant chaque muscle de son corps protester. La sueur froide coulait maintenant en abondance, se mêlant aux larmes non versées de tension et de soulagement. Le bataillon était sauvé, des centaines de vies avaient été épargnées, mais la victoire n'apportait pas l'euphorie à laquelle il s'attendait peut-être. Au lieu de cela vint un vide oppressant, le sentiment qu'il avait franchi une ligne, commis un acte de désobéissance qui aurait des conséquences graves et indéniables. Il avait enfreint toutes les règles, désobéi à un ordre direct, et maintenant l'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle un lourd fardeau d'incertitude et de culpabilité. Il était un héros, oui, mais un héros qui était devenu un criminel aux yeux du système qu'il avait juré de défendre. La satisfaction d'avoir agi correctement était une flamme faible face à l'obscurité de ce qui allait suivre. Il avait sauvé des vies, mais au prix de sa propre carrière, peut-être de sa propre liberté. L'insubordination nécessaire avait un prix élevé.
et Klaus Richter était sur le point de le payer. Le silence de la station n'était plus de tension, mais d'une sombre acceptation du destin. Le silence qui suivit la déviation de l'avion soviétique n'était pas celui de la paix, mais d'un vide assourdissant. Klaus, adossé à sa chaise, sentait le poids du monde sur ses épaules, un épuisement qui allait au-delà du physique. Ses doigts fourmillaient encore du souvenir des cadrans, ses oreilles bourdonnaient des échos de la bataille invisible qu'il venait de mener et de gagner. Le bataillon était sauvé, mais la victoire était amère, teintée de la certitude des conséquences imminentes. Il savait qu'il avait franchi une ligne, et que le système lent et bureaucratique qu'il était ne tarderait pas à réclamer son dû. L'adrénaline qu'il avait propulsée au cours des dernières minutes s'estompait maintenant, le laissant nu face à la réalité. Il eut à peine le temps d'assimiler l'ampleur de son action lorsque la porte du poste d'écoute s'ouvrit à nouveau, non pas avec un grincement mais avec un claquement sec. Le major Brandt était de retour, sa silhouette imposante remplissant le chambranle. Ses yeux, auparavant fixés dans la rigidité du protocole, balayant maintenant la pièce, s'arrêtant sur l'équipement encore actif, sur les indicateurs qui clignotaient d'une lumière verte fantomatique, dénonçant l'opération non autorisée. Le microphone principal qu'il avait confisqué était sur la table, mais la console de contre-mesure, allumée et vibrant doucement, était la preuve irréfutable de l'insubordination de Klaus. Le visage anguleux du major Brandt se durcit davantage, ses traits transformés en un masque de fureur contenue et de déception. Il n'avait pas besoin d'explication. La scène parlait d'elle-même. « Richter !» La voix de Brandt était basse, mais chargée d'une autorité qui sonnait comme un tonnerre étouffé. « Qu'est-ce que vous pensez faire, bon sang? Je vous ai donné un ordre direct, éteindre la station, préparer un rapport, et vous allumez l'équipement de contre-mesure, un équipement qui n'est même pas à vous d'opérer. » Klaus ne bougea pas. Ses yeux, bien que fatigués, conservaient un éclat de défi et de résignation. Il n'essaya pas de nier, ni de s'excuser. La vérité, pour lui, était la seule défense. « J'ai sauvé le bataillon, Major, » dit Klaus, sa voix rauque mais ferme. « L'île 28 était en route. Je l'ai dévié. Il n'a pas été abattu, mais il a été empêché d'atteindre sa cible. » Brandt fit un pas en avant, les poings serrés, l'incrédulité et la colère se disputant sur son visage. « Sauver le bataillon? Vous avez causé un incident international. Vous avez violé tous les protocoles d'engagement. Vous avez agi de votre propre chef, sergent, sans autorisation, sans soutien, sans une seule preuve formelle qui ne soit pas votre intuition. » Il s'arrêta, regardant Klaus, et pendant un instant, un éclair de quelque chose de plus complexe que la colère traversa ses yeux, peut-être une reconnaissance réticente de l'audace, ou même un aperçu du danger évité, mais immédiatement, supplanté par la rigidité de ses principes. « Vous êtes en état d'arrestation, sergent Richter. Immédiatement. Pour insubordination. Pour violation du protocole militaire. Vous serez soumis à une cour martiale. » Le cœur de Klaus sombra, mais la sensation ne fut pas de surprise. C'était la confirmation de ce qu'il savait déjà. Il avait fait ce qui était nécessaire, et maintenant, il en paierait le prix. Brandt, d'un mouvement brusque, éteignit la console de contre-mesure, les lumières vertes s'éteignant, laissant le poste d'écoute dans la pénombre, un reflet sombre de l'avenir de Klaus. La formalité de l'arrestation fut rapide et sans cérémonie. 2 soldats, alertés par la voix altérée du major, entrèrent dans la pièce. Klaus ne résista pas. Il se leva simplement, les yeux fixés sur Brandt, un mélange de défi et de fatigue. Pour le major Brandt, la situation était une catastrophe sur plusieurs fronts. Un sergent avait désobéi à un ordre direct, opéré un équipement non autorisé et, d'une manière ou d'une autre, empêché une attaque qui, officiellement, n'aurait jamais dû se produire. Si la vérité venait à éclater, la chaîne de commandement serait remise en question, la bureaucratie exposée et la paix fragile de la guerre froide pourrait être déstabilisée par un acte d'héroïsme solitaire. La solution pour Brandt était claire, bien que douloureuse. L'histoire devait être contrôlée. Alors que Klaus était escorté hors du poste d'écoute, le major Brandt était déjà au téléphone, sa voix maintenant calme et calculatrice, mais avec une urgence implicite. Il ne signalait pas une attaque évitée par un acte de bravoure. Il gérait un incident frontalier. Les mots « pas défaillance mécanique »,« erreur de navigation » et « incident mineur sans escalade » commencèrent à être soigneusement distillés dans les communications officielles. L'acte héroïque de Klaus Richter, l'intervention qui sauva des centaines de vies, serait étouffé, transformé en un non-événement, une anomalie à oublier.
Son nom serait effacé des registres de bravoure, remplacé par la commodité du secret et du maintien du statu quo. La machine bureaucratique, qui avait failli condamner le bataillon, se déplaçait maintenant avec une efficacité implacable pour enterrer la vérité et protéger sa propre image. Klaus serait le bouc émissaire, la pièce qui devait être retirée pour que le récit officiel reste intact. Le silence sur son action serait le prix de la paix et de la stabilité, un fardeau qu'il porterait seul, sachant que sa désobéissance avait sauvé un bataillon entier, mais l'avait condamné à l'oubli officiel. Le major Brandt était un homme de règles, et les règles exigeaient des conséquences. L'arrestation de Klaus Richter n'était que le prélude. Dans les jours qui suivirent, la machine militaire se déplaça avec une rapidité qui contrastait ironiquement avec la lenteur qui avait failli coûter des centaines de vies. Klaus fut soumis à une cour martiale, un processus froid et implacable où son intuition et sa capacité spéciale étaient vues non comme des dons, mais comme de dangereuses violations du protocole. Des témoins de la hiérarchie militaire témoignèrent de l'importance de la chaîne de commandement, de la nécessité de preuves vérifiables, de la menace d'escalade qu'un acte unilatéral aurait pu provoquer. Les paroles de Klaus concernant un avion hostile furent écartées comme de la paranoïa ou de l'excès de zèle d'un opérateur isolé. La version officielle était qu'il n'y avait aucune menace réelle, juste un sergent qui avait désobéi à un ordre direct, opéré un équipement non autorisé et créé un incident frontalier qui, par chance, n'avait pas eu de répercussions majeures. Le major Brandt, dans son témoignage, maintint la ligne officielle. Avec un air sévère, il confirma les ordres donnés à Klaus et l'insubordination subséquente. Cependant, à huis clos, loin des yeux du tribunal, Brandt fit tout ce qu'il put pour atténuer le destin de Klaus. Il savait ce que le sergent avait fait. Il savait que même si les règles avaient été violées, des vies avaient été sauvées. Le major, bien qu'homme aux principes rigides, n'était pas dépourvu de boussole morale. Il ne pouvait pas protéger Klaus de la punition pour insubordination. Cela minerait l'autorité et la discipline. Mais il pouvait le protéger de conséquences plus sévères, comme un renvoi déshonorant ou une longue peine de prison. Son influence en coulisses garantit que la punition de Klaus, bien qu'humiliante, ne fut pas destructrice. Klaus Richter fut déclaré coupable d'insubordination et de mise en danger des relations internationales. Sa sentence fut un transfert administratif vers une unité de dépôt éloignée, un limbe bureaucratique où ses capacités seraient sous-utilisées et sa présence oubliée. Il fut rétrogradé et sa carrière militaire, qui semblait auparavant prometteuse, fut effectivement terminée. Aucune médaille, aucune mention honorable, seulement le silence et l'ostracisme. Pendant ce temps, l'histoire officielle de l'incident fut soigneusement réécrite. Le vol de l'île 28 soviétique fut enregistré comme une défaillance mécanique inattendue, qui causa une dérive de navigation au-dessus de la frontière ou une erreur de pilote du côté soviétique. Le fait que l'avion ait brusquement changé de cap et évité la cible fut attribué à la chance, ou peut-être à une action corrective du pilote soviétique lui-même, qui se serait rendu compte de son erreur. L'intervention de Klaus Richter fut effacée des annales de l'histoire militaire, transformée en un mystère ou un incident mineur sans escalade, un événement que la bureaucratie préférait simplement oublier. Klaus porta ce fardeau pour le reste de sa vie. Il vécut dans l'obscurité, un héros anonyme dont les actions furent condamnées et dont la bravoure fut enterrée. Le souvenir du bourdonnement de la console, la panique dans la voix du pilote soviétique, l'image mentale de l'avion déviant de sa course mortelle, tout cela resta vif dans son esprit. Il connaissait la vérité, et cette vérité, même si elle était un fardeau de solitude, était aussi sa plus grande récompense. Il avait sauvé un bataillon entier, il avait empêché une possible escalade de la guerre froide, il avait enfreint toutes les règles, mais il avait sauvé des vies. Le prix fut l'oubli officiel, mais la valeur était incalculable. L'histoire de Klaus Richter est un sombre rappel que, parfois, les plus grands actes d'héroïsme se déroulent dans l'ombre, défiant la logique, les règles et l'histoire elle-même, et que la véritable valeur d'un homme peut être mesurée non par les médailles qu'il reçoit, mais par les vies qu'il sauve, anonymement. Si cette histoire de courage contre les règles, d'insubordination nécessaire et du fardeau de l'héroïsme anonyme vous a ému, abonnez-vous pour plus de récits inédits sur la guerre froide et les héros oubliés qui ont façonné notre monde. Cliquez sur le bouton « J'aime »
Et commentez ci-dessous ce que vous pensez de l'attitude de Klaus Richter. Était-il un traître aux règles ou un sauveur? Laissez votre opinion.